Amis internautes, bonjour. Dans cette vidéo, je vous parlerai d'un avion qui enthousiasme les passionnés de l'aviation française de 1940, les maquettistes et les fanas de War Thunder. Et cet avion, c'est l'Arsenal VG-33, un chasseur français aux hautes performances dont la production commençait à peine alors que la France s'effondrait en mai-juin 1940. Est-ce qu'il aurait pu changer le cours des choses? Est-ce qu'il était aussi excellent que ça? Eh bien, réponse dans cette vidéo. Alors, l'histoire de ce chasseur commence avec la création de l'Arsenal de l'aéronautique en 1934. Dès 1930, un député socialiste nommé Pierre Renaudel, qui est le rapporteur du budget de l'air, propose et obtient la création d'un arsenal du matériel aérien. Qu'est-ce que c'est? Ce doit être un atelier témoin qui appartient à l'État et qui est destiné non pas à la fabrication d'avions de série, mais à la mise au point de matériels militaires spéciaux et des matériels secrets, ainsi qu'au contrôle des prix pour vérifier la réalité des devis qui sont présentés par les constructeurs clients de l'État. Cet atelier devait également concourir à la formation du personnel spécialisé de l'aéronautique. L'Arsenal n'est véritablement formé qu'à la fin de l'année 1934 et il est placé sous la tutelle du ministère de l'Air. Il dispose de machines-outils, d'ateliers de fabrication et de moyens d'essai, ainsi que d'un bureau d'études dont la direction va être confiée à l'ingénieur militaire Marius Vernis. Après l'arrivée du Front populaire en pouvoir en 1936 et les lois de nationalisation d'une partie de l'industrie aéronautique, l'arsenal du matériel aérien s'installe à Villacoublay, dans des hangars construits par la société Breguet, qui ont été donc nationalisés, et l'arsenal devient officiellement, le 13 mai 1936, l'arsenal de l'aéronautique. L'ingénieur général Marius Vernis, qui est alors âgé de 40 ans, va s'adjoindre les compétences d'un autre ingénieur de l'aéronautique, de 6 ans son cadet, Jean Galtier. C'est un spécialiste de la construction en bois. Le premier travail des deux hommes va consister à réfléchir à la motorisation d'un gros hydravion quadrimoteur de transport, le Wibo 100, qui intéresse Air France pour des liaisons transatlantiques, tout comme il intéresse l'armée pour des missions de transport entre l'Afrique du Nord et la métropole. Comme il n'y a pas de moteur assez puissant à l'époque pour motoriser un tel mastodonte, Vernis a l'idée d'accoupler en tandem deux moteurs hispano-suiza 12X, les plus puissants du moment, qui entraîneraient des hélices contrarotatives, ce qui transformerait l'avion en fait en hexamoteur. Pour tester le concept du double moteur en tandem, Galtier va faire réaliser un avion en bois qui va prendre la dénomination d'Arsenal VG-10. V pour Vernis, G pour Galtier. Mais l'idée va intéresser l'État et qui commande en juin 1937 un chasseur, un avion de chasse qui exploite une telle configuration. Le projet de chasseur va prendre le nom d'Arsenal VG-20 pour finalement être confié à un autre ingénieur de l'Arsenal qui s'appelle Badi et le projet va devenir l'Arsenal VB-10. Vous vous en doutez, V pour Vernis, B pour Badi. L'appareil devait être construit en métal, mais en raison des pénuries d'aluminium, il est demandé qu'il fasse appel au bois, d'où des retards dans son programme. Au moment de l'armistice, le VB-10 n'a toujours pas décollé, son développement sera poursuivi après la libération pour être plus tard rapidement abandonné, il est devenu obsolète avec l'avancée de la technique aéronautique. Alors pour valider les principes du VG-20, Vernis et Galtier, plus vraisemblablement Galtier, qui semble être l'élément moteur dans ce duo, va faire réaliser en 1937 une étude d'un chasseur léger construit en bois, équipé d'un moteur Potez, qui est d'une puissance limitée, seulement de 610 chevaux, un chasseur armé d'un canon de 20 mm et de 2 mitrailleuses d'ailes. Cette étude prend le nom d'Arsenal VG-30. Nous sommes à une époque où est en vogue l'idée des chasseurs légers, en employant des matériaux non stratégiques, comme le bois. On espère que la faible puissance du moteur est compensée par la finesse et la légèreté de l'appareil. C'est même cette idée une des composantes du programme de chasseurs, le programme C1 de 1934, et qui demande la réalisation d'un appareil équipé d'un moteur d'environ 500 chevaux pour un poids au décollage inférieur à 1900 kg, alors que les chasseurs dits classiques en font plus de 2200. Ce programme va donner naissance au caudron Renault 714 dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. L'Arsenal VG-30, en attendant, intéresse les services de l'État et qui en passe la commande le 12 janvier 1938. Le prototype du VG-30-01 est réalisé durant l'année 1938 dans les ateliers de Villacoublay
et reçoit un moteur Hispano-Suiza 12X CRS de 690 chevaux, faute de disponibilité d'un moteur prothèse. Cet avion va réaliser ses premiers essais le 1er octobre 1938 en sautillant sur la piste et puis faire son véritable premier vol le 6 octobre 1938. Comme vous en doutez, d'autres vols suivent. On voit ici l'Arsenal VG-30 sur cet extrait de film qui est tiré des actualités Gaumont qui ont été pris durant cette période. Fin novembre 1938, l'Arsenal VG-30 est exposé au Salon de l'aéronautique, puis il est envoyé au CEMA, c'est-à-dire le Centre des essais du matériel aérien, le 29 mars 1939 pour faire ses essais officiels sous la coupe des militaires de l'armée de l'air. Il revient en atelier, subir plusieurs modifications qui ont été imposées par les services techniques de l'armée de l'air, et il repart au CEMA en juillet 1939. Alors il aurait atteint une vitesse de 485 km/h, qui est jugée décevante par son constructeur qui en attendait 500, mais en fait, cette vitesse est pas mal du tout, parce que, compte tenu de son petit moteur de 690 chevaux, il va avec un moteur moins puissant aussi vite qu'un Morane 406 qui commence à sortir en série à ce moment-là. Le prototype du VG-30-01 va finir sa carrière comme avion de défense de la base aérienne de Villacoublay en 1940, puis va disparaître dans la tourmente. En attendant, la cellule du VG-30, elle est jugée suffisamment prometteuse pour être adaptée avec d'autres moteurs plus puissants et donner lieu à un véritable chasseur qui, cette fois-ci, n'est plus un chasseur jockey et qui approche d'un poids comparable aux autres chasseurs en service, bien qu'étant construit en bois. Il n'y aura pas moins de 12 études différentes qui vont être lancées à partir de la cellule du VG-30, chacune avec un moteur différent. Et on va s'intéresser à celle qui va être retenue pour la production, c'est l'Arsenal VG-33. Il est équipé d'un moteur Hispano-Suiza 12Y31 de 860 chevaux, c'est-à-dire le même qui équipe le Morane 406 de série. L'État commande immédiatement 4 prototypes qui vont être immatriculés de 01 à 04, le 0 est propre au prototype, et le premier d'entre eux va faire son premier vol d'essai chez le constructeur le 25 avril 1939. Il est armé d'un canon de 20 mm tirant dans l'axe du moteur et de 4 mitrailleuses d'ailes. Il aurait atteint la vitesse de 560 km/h, probablement un peu exagéré, sur un avion qui n'avait pas tout son équipement militaire. Néanmoins, la nouvelle fait grand bruit et elle atteint les oreilles du ministre de l'Air, M. Guy Lachambre, le 9 août 1939 au comité du matériel qui se réunit quelquefois plusieurs fois par semaine. M. Joux, qui est le directeur technique, il révèle que le VG-33 a atteint la vitesse de 560 km/h à 5000 mètres, mais que sa mise au point n'est pas terminée. Il ajoute que cet appareil pourrait potentiellement atteindre les 590 km/h s'il était équipé d'un moteur Hispano avec un compresseur Sidlowski. Mais le ministre s'est très intéressé et ordonne qu'on poursuive à fond les essais. Parce que la France est dans un tel retard pour son équipement en avions modernes et en chasseurs en particulier que dès le comité du matériel du 12 septembre 1939, alors que la guerre a été déclarée depuis une dizaine de jours, le ministre Guy Lachambre prend le risque de lancer la production de l'Arsenal VG-33 alors qu'il n'a même pas terminé ses essais. Il appuie sa décision sur le fait qu'il y a un intérêt véritable à lancer la production d'un appareil en bois alors que la France, entrée en guerre, va connaître des difficultés à obtenir des matières premières pour la construction métallique. Et parmi les membres du comité, un débat s'engage. Le général Marcel Tétu, qui est adjoint au chef d'état-major de l'armée de l'air, il objecte que l'appareil n'a pas encore fait ses essais militaires, il n'a fait que des essais chez le constructeur. Mais Albert Cacot, qui est le président des Sociétés nationales de construction aéronautique, il dit que c'est le premier avion de chasse monoplace français qui fasse du 560 km/h, et il dit qu'on pourrait déjà lancer les commandes d'outillage, ça n'engage en rien l'État, et souligne qu'en commandant tout de suite l'avion, on pourrait le sortir en série d'ici 6 mois, à raison de 50 exemplaires mensuels. Le ministre tranche et il dit textuellement « Je prends le risque ». Le marché d'outillage est donc passé et M. Vernis est prié de produire les liasses de production pour préparer l'usinage de l'appareil en série. En fait, dès la fin de la séance du comité du matériel, le ministre signe immédiatement un marché de production de 220 appareils de série, dont les 10 premiers doivent être livrés en janvier 1940.
Alors concernant la production, rappelons que l'Arsenal, dans ses ateliers à Villacoublay, n'est pas équipé pour la production en série, il faut trouver une usine. Et cette usine, c'est celle de Sartrouville, qui appartient à la SNKN, c'est-à-dire la Société nationale de construction aéronautique du Nord. L'usine est située le long de la Seine, en aval de Paris. C'est une ancienne usine de la société CAMS, qui était dirigée à l'époque par l'ingénieur Maurice Surel, qui était spécialisé dans la construction d'hydravions. Et donc il y a une bonne expérience de la construction d'appareils en bois. En 1932, cette usine a été rachetée par la société Potez, puis a été nationalisée en 1936 et rattachée à la SNKM, que dirige précisément Henri Potez en tant qu'administrateur délégué. Mais voilà, l'optimisme suscité par les performances affichées du constructeur et l'organisation qui est supposée rapide de sa production vont se heurter au mur de la réalité. Déjà, le prototype du VG3301 va suivre le cheminement habituel des prototypes. Après ses essais chez le constructeur, il est confié au CEMA, donc à l'armée de l'air. Il est confié au CEMA le 11 août 1939, et là les militaires vont le soumettre à des essais poussés. Ils vont demander des modifications, c'est normal, c'est le cas de tous les avions. Donc l'appareil revient aux ateliers de l'Arsenal en septembre 1939, puis ensuite repart au CEMA, où il est soumis à de nouveaux essais, et notamment à une campagne de tir à Cazaux, entre octobre et décembre 1939. Tout ça, ça prend du temps. Il faut qu'ensuite que la définition de l'appareil soit figée pour être lancée en production. Alors la production en elle-même, qui ne peut commencer qu'en janvier 1940, elle va être soumise à des difficultés d'organisation. Au comité du matériel du 13 octobre 1939, il est fait mention de difficultés pour la livraison de spruce, c'est-à-dire le bois indispensable à la construction de l'appareil. Le 28 octobre, il est constaté qu'il manque 300 mètres cubes de spruce qu'il faut commander d'urgence en Angleterre. Le 29 janvier 1940, le ministre décide d'augmenter la commande de 500 exemplaires supplémentaires, et l'usine de Sartrouville ne suffira pas. Donc, il est décidé d'organiser deux autres chaînes de production pour le VG33, l'une dans l'usine de la SNKN à Méault, près d'Amiens, c'est une ex-usine Potez, et une autre dans l'usine transocéanique qui appartient à l'ingénieur René Cousinet et qui est située à La Roche-sur-Yon en Vendée. D'après Henri Potez, le directeur de la SNKN, les premières sorties de l'Arsenal VG33 ne pourront s'effectuer qu'en avril 1940. En fait, on y sera presque, puisque les premiers exemplaires de série vont sortir de l'usine de Sartrouville au mois de mai 1940, alors que l'attaque allemande vient de commencer et que la France s'écroule rapidement. C'est donc trop tard, et la carrière militaire du coup de l'Arsenal VG33 va se résumer à très peu de choses. Le 22 mai 1940, on compte ainsi les VG33 numéros 1, 2 et 3 qui sont au centre de Cazaux pour faire des essais de tir. Leur définition n'est pas tout à fait figée, il y a encore des choses à mettre au point. Les services techniques exigent des modifications qui retardent la sortie des 6 appareils suivants, numérotés 4 à 9, qui sont prévus d'être livrés pour le mois de juin. Précisément, au mois de juin, le 9 juin 1939, il n'y a eu que 6 exemplaires de l'Arsenal VG33 de série qui ont été officiellement pris en compte par l'armée de l'air, plus 2 prototypes qui ont été réalisés, le VG33-01 et le VG33-02. Donc, 2 de ces premiers appareils de série sont stockés à Châteaudun, à l'entrepôt de l'armée de l'air, le A, numéro 301, et le 8 juin 1940, ils sont mis à disposition d'un groupe de chasse au front, le groupe de chasse 1-2, qui doit être le premier à se transformer sur cet appareil. Malheureusement, le 1-2 se bat en ce moment sur Morane 406, il est particulièrement étrillé par les derniers combats, et il ne peut même pas détacher de pilote à Châteaudun pour aller les chercher. Donc ces 2 avions vont tout simplement finir leur carrière en étant évacués à Toulouse-Blagnac, où ensuite ils vont disparaître pendant l'occupation. Tous les autres appareils se trouvent à Villacoublay, dans les ateliers de l'Arsenal, où s'effectue leur mise au point finale. Je rappelle qu'ils sont produits à Sartrouville, mais la mise au point finale se fait dans les ateliers de l'Arsenal. Le 10 juin 1940, devant l'avance allemande, Paris est évacué par le gouvernement français et va être déclaré ville ouverte. Donc c'est la panique parmi les sites militaires qui sont tout autour de la capitale qu'on essaie d'évacuer comme on peut. Et c'est le cas aussi de la base aérienne de Villacoublay, où se trouvent les ateliers de l'Arsenal de l'aéronautique. Alors bien au sud de Paris, sur la base d'Étampes, vient de se constituer un groupe de chasse improvisé
À l'initiative du général Antonin Brocard, vous savez, l'ancien chef de Guynemer en 14-18, en 1940, il est le chef de la base d'Étampes, il est aussi le responsable des patrouilles de défense du territoire qui protègent généralement des usines qui sont autour de la Loire. Eh bien, à son initiative, il va créer un groupe de chasse, on dira 2 marches improvisées, ce sera le groupe de chasse 155, qui rassemble quelques pilotes, et une des premières missions de ce groupe, ça va être de superviser l'évacuation des appareils qui sont présents autour de la capitale dans les divers sites de production, dont Villacoublay. Donc les pilotes du groupe de chasse 155 arrivent à Villacoublay et vont devoir évacuer en vol vers Étampes tous les avions qu'ils pourront trouver et réussissent à mettre la main sur 7 arsenals VG-33, dont donc le prototype, le VG-33-01, ainsi que les avions de série numéro 1, peut-être même le numéro 6, on ne sait pas, le 3, le 5, le 7, le 9 et le 11. Ces 3 derniers, même d'ailleurs, n'ont même pas été réceptionnés officiellement par l'État, ils les prennent directement sur la chaîne de montage. Donc le groupe de chasse 155 va se retrouver avec tout un, je dirais, un bric-à-brac de chasseurs récupérés. À peu près la moitié de son effectif est composé de Block 151, 152, l'autre moitié de Morane 406, mais il y a aussi des avions, des prototypes qui ne sont même pas encore sortis en série. Ils réussissent à mettre la main sur un Curtiss H75, un Morane 410 et ces 7 arsenals VG-33. Eh bien, ce groupe va les utiliser au combat. Mais ce groupe doit se replier vers le sud, du fait de l'avance allemande, très rapidement. Il doit, dès le 14 juin, il évacue Étampes pour aller à Orléans, puis ensuite il va à Châteauroux le 15 juin, à Clermont-Ferrand le 16 juin, et en fait il arrive à Bordeaux le jour même, ce même 16 juin, et là il va incorporer à son effectif les patrouilles d'Avord et les patrouilles de Tours qui se replient également. Donc à chaque étape de ce voyage, les pilotes du groupe de chasse 155 utilisent les arsenals VG-33 pour faire des patrouilles de couverture de leur terrain, Villacoublay, Étampes et Orléans. Donc un arsenal étant abandonné à Clermont à l'atelier de réparation de l'armée de l'air, il reste 6 arsenals VG-33 au groupe de chasse 155 quand il s'installe à Bordeaux, et il va défendre la ville où s'est réfugié le gouvernement français jusqu'à la fin des combats. Le groupe a en fait un effectif pléthorique de 38 avions de chasse. Il a même récupéré un Block 155 qui est venu de l'usine Block de Châteauroux. Donc les arsenals vont effectuer encore quelques missions de couverture locale à Bordeaux, puis l'armistice va clouer au sol tous les avions du groupe à Bordeaux-Mérignac le 25 juin 1940. Mais le général Brocard, qui s'est réfugié à Toulouse, désobéit aux ordres de l'armistice et ordonne à son groupe d'évacuer Bordeaux, qui doit être occupé par les Allemands. 15 appareils sur à peu près 40, et la plupart des pilotes vont obéir à cet ordre, mais donc la moitié du matériel va être laissé à Bordeaux, dont 5 des 6 arsenals VG-33 que vont ensuite capturer les Allemands. Donc, que ce soit très clair, durant ces à peu près 15 jours d'opération dans la débâcle, du 10 juin au 25 juin 1940, les arsenals VG-33 ont bien effectué des missions de guerre, mais n'ont jamais rencontré d'avions allemands en l'air, et n'ont jamais pu tirer le moindre coup de feu contre les troupes allemandes, même contre des troupes allemandes au sol. La production de l'arsenal VG-33 elle va s'arrêter alors qu'elle débutait à peine. Les Allemands vont capturer à peu près 160 appareils en cours de construction à l'usine de Sartrouville, et une quarantaine d'autres qui sont pratiquement finis à l'atelier de Villacoublay. Ils vont en tester un qui était capturé à Bordeaux, c'est le numéro 5. Ils vont l'envoyer au centre de Reichlingen en Allemagne pour une évaluation. Et il va même être exposé au public à Berlin avec d'autres avions français capturés. Mais les Allemands ne vont pas trouver d'intérêt particulier dans l'arsenal VG-33 et tout le stock d'avions en cours de fabrication va finir en petit bois. Alors, n'ayant pas combattu, on ne peut que spéculer sur le comportement de cet appareil au combat. Prenons la question de ses performances et posons-nous une première question. Est-ce que cet avion était meilleur que le Dewatin 520 ? Vous pouvez voir là, sur ce tableau, les performances comparées des deux appareils. Celles du VG-33 sont supérieures en vitesse horizontale, 556 km/h contre 535 km/h à 5000 mètres. C'est une différence de l'ordre de 20 km/h. Mais il y a un bémol cependant, parce que les chiffres du VG-33
viennent de mesures qui ont été faites par le CEMA sur un prototype, le 01, un prototype bichonné. D'autres mesures ont été faites avec le 02, le prototype 02, et vont montrer une vitesse de seulement 548 km/h. Et ce, alors même que le 02 n'avait même pas son armement sur lui. Donc, logiquement, la vitesse des avions de série aurait dû être inférieure. Gardons aussi le fait que le VG-33 avait un moteur 12Y31 de 860 chevaux, moins puissant que celui du Douatine 520, le 12Y45, qui faisait 910 chevaux. Et en plus, il était équipé d'un compresseur. Donc, les chiffres du Douatine, qui viennent d'un avion de série, de début de série, mais un avion de série, peuvent être considérés comme fiables. Sa vitesse de 535 km/h était la vitesse maximum minimale qui était exigée pour réceptionner un appareil. Mais il a été mentionné, lors d'autres essais, des vitesses supérieures maximales plus importantes pour le Douatine. Alors, ensuite, concernant les vitesses ascensionnelles, vous pouvez le voir, le VG-33 grimpait mieux aux basses vitesses, mais il se faisait ensuite rattraper par le Douatine aux altitudes d'au-delà de 4000 mètres. Sur ces comparatifs des chiffres de vitesse ascensionnelle, même remarque que pour les chiffres de vitesse horizontale, les performances des VG-33 de série devaient être sans doute inférieures. Donc, en conclusion de tout ça, on peut dire sans trop se tromper que les deux avions étaient à peu près équivalents concernant la vitesse. Il y a une autre question qui est difficilement quantifiable, c'est la maniabilité. Les deux appareils ont le même poids en charge, à 10 kg près. Or, le Douatine a une surface à l'air plus importante, et donc une charge à l'air plus basse, qui est un gage de meilleure maniabilité. Restait enfin la question de la solidité au combat d'un appareil construit en bois collé et en contreplaqué. Et se posait aussi la question de la fiabilité des cols employés. Alors, l'ingénieur Galtier affirmait qu'il n'y avait aucun problème de ce côté. Alors que d'autres constructeurs importants, surtout la société de Havilland, qui construisait à la même époque le bimoteur de bombardement Mosquito, entièrement fait en bois, elle a connu quelques problèmes et a même dû changer la colle employée pour la cellule de son appareil. Donc ça, c'est une question qui demeure sans réponse, parce qu'aucun VG-33 n'a pu être testé au combat contre l'aviation allemande, et particulièrement contre des chasseurs, c'est-à-dire réaliser des évolutions brutales au combat qui sollicitent la solidité de la cellule. Mais gardons aussi à l'esprit que l'usage du bois ne fait pas en soi un chasseur fragile et inadapté au combat aérien. Rappelons que le constructeur soviétique Yakovlev s'en est particulièrement bien sorti avec toute sa lignée de chasseurs Yak 1, Yak 9, Yak 3, qui ont été construits à peu près sur le même principe. Mais ils avaient une structure en bois collé sur lequel était fixé du contreplaqué, mais ça seulement pour les ailes, parce que la base du fuselage restait en tube d'acier renforcé de bois et recouvert de contreplaqué, alors que l'arsenal VG-33 était entièrement en bois. Donc pour conclure, et ça c'est qu'une analyse personnelle, mais que j'espère quand même un peu appuyée, le VG-33 aurait donné un chasseur équivalent au Douatine 520, mais pas supérieur. Il a manqué juste de peu son entrée au combat. S'il avait été construit un mois plus tôt, le groupe de chasse 1-2 en aurait été équipé pour la campagne de mai-juin 1940. Ce ne fut pas le cas. Reste à savoir s'il aurait pu changer le cours des choses. Eh bien, je reprendrai la petite ritournelle que j'ai développée sur les vidéos sur le Douatine 520. Ça sert à rien d'avoir un bon chasseur, encore faut-il l'utiliser. Et selon les tactiques d'emploi de l'armée de l'air, c'était pas gagné. Ça aurait sans doute rien changé. Mais on ne peut pas conclure ce petit exposé sur le VG-33 en ne parlant pas de ses frangins. Oui, ses frangins. Le bureau de l'Arsenal avait travaillé sur toute une famille de dérivés et eux qui s'avéraient très prometteurs. On va commencer par prendre le témoignage d'un pilote du groupe de chasse 1-2 et non des moindres puisqu'il s'agit du capitaine Robert Williams qui est le chef de l'escadrille SPA-3 qui est décoré de la cigogne de Guinmer et donc lui-même deviendra un as durant la campagne de mai-juin 1940 en remportant 7 victoires aériennes sur son Morane 406 dont 6 le même jour. Au tout début de la campagne, le 22 septembre 1939, Robert Williams se trouve à Villacoublay avec 2 de ses équipiers pour réaliser une mission d'escorte d'un avion d'Air France qui doit transporter en Angleterre des personnalités. En raison d'une forte brume, les Moranes ne décollent pas et les pilotes profitent d'être là à Villacoublay
pour visiter les alentours du terrain et ils vont voir dans les hangars de l'aéronautique. Robert Williams écrit dans ses mémoires le petit passage suivant. Le bimoteur d'Air France parti, Pichon, Buckert et moi profitâmes de nos loisirs pour aller jeter un coup d'œil à l'Arsenal, l'avion qui devait remplacer pour nous le Morane 406. C'était un appareil tout bois et toile qui donnait à première vue une grande impression de finesse. Les premiers seraient équipés, comme le Morane, du moteur hispano-suiza 12Y de 860 chevaux, puis quelques-uns du 1000 chevaux, et enfin le véritable Arsenal serait tiré par l'hispano-suiza 1200 chevaux. Il y aurait à ce moment un compresseur rétablissant à 2 étages, et tout le monde dans la maison promettait monts et merveilles de cet Arsenal final. Les premiers équipés du 12Y feraient du 560 km/h. Leur vitesse ascensionnelle, de l'ordre de celle du De Wattin 520, était encore loin de celle du Messerschmitt 109. Le plafond de 9500 mètres était également inférieur à celui de l'appareil allemand, de même que celui de l'armement, 4 mitrailleuses dans les ailes et un canon dans le moteur. Mais il y avait un tel progrès sur le Morane, et le Messerschmitt était encore pour nous un oiseau si nébuleux, que nous sortîmes enthousiasmés du hangar où était rangé le prototype et quelques-uns de ses frères en construction. Donc, William gonfle un peu les chiffres du Messerschmitt 109, mais il ne les connaît pas, comme il le souligne. Et il souligne aussi, c'est le plus important, qu'il y avait plusieurs autres prototypes de dérivés de l'Arsenal VG-33 qui étaient en construction. Comme je vous le disais, il y a eu effectivement pas moins de 12 variations étudiées à partir de la cellule du VG-30, dont c'est évidemment celle du VG-33 retenue pour la production en série. Mais examinons les autres, du moins examinons les 6 projets qui ont réellement donné lieu à la construction d'un prototype. Donc, le premier des prototypes de dérivés, c'est le VG-32. On n'en dispose d'aucune photo, mais au moins on a les plans. Il s'agit d'un appareil qui est équipé du moteur américain Allison V1710 de 1040 chevaux. Ce moteur va équiper le Curtiss P40 et des commandes massives avaient été lancées sur ce moteur par la France aux États-Unis. Il était prévu de les recevoir à compter du mois de novembre 1940 et les premiers exemplaires donc, de l'Arsenal VG-32 étaient attendus pour décembre 1940. Il était prévu de les réaliser dans une 4e chaîne de montage qui devait s'organiser dans l'usine Michelin de Clermont-Ferrand. Comme vous le voyez sur ce profil couleur, réalisé par M. Pierre Tillet, le moteur Allison aurait nécessité un allongement du nez et ne pouvait recevoir de canon dans le moyeu de l'hélice, donc l'appareil aurait été équipé de 2 canons d'aile et de 2 mitrailleuses d'aile. Donc un prototype a bien été réalisé, mais il n'a jamais volé. Ensuite, il y a eu le VG-34. C'est une version qui est construite avec le moteur du De Wattin 520, l'Hispano 12Y45, à compresseur Sidlowski-Planiol, et le moteur faisait du 710 chevaux. Le prototype, lui, va réaliser son premier vol constructeur le 20 janvier 1940, puis il est envoyé au SEMA le 15 avril suivant, et il aurait atteint les 575 km/h à 6200 mètres. L'avion va ensuite disparaître dans la tourmente, peut être détruit volontairement au SEMA de Cazaux. Il n'aurait en tout cas pas été retenu pour la production, logiquement. Pourquoi ? Dans le souci de préserver les moteurs 12Y45 pour le De Wattin 520, dont la production avait le degré de priorité absolue. 2 autres prototypes ont ensuite été réalisés avec le moteur Hispano 12Y51 de 1000 chevaux, dont la production en série de ce moteur était imminente. Et il était également prévu que ce moteur équipe le successeur du De Wattin 520, c'est le De Wattin 551. L'Arsenal VG-35, lui, aurait réalisé son premier vol le 25 février 1940. On ne connaît pas ses performances ni son destin, probablement détruit volontairement à Villacoublay à l'arrivée des Allemands. On en sait plus par contre sur le VG-36, c'est une variante du VG-35, mais avec un radiateur qui est encastré dans le fuselage, et un vitrage étendu pour améliorer la vision à l'arrière. On sait que cet avion a volé le 14 mai 1940 et aurait atteint les 590 km/h à 7000 mètres. Le prototype du VG-36 va être replié à La Roche-sur-Yon en juin 1940, où il va y être volontairement incendié pour ne pas être capturé par les Allemands. Il était prévu que le VG-36 succède au VG-33 sur les chaînes de montage après le 340e exemplaire livré. Enfin, il y a la version finale qui devait être l'Arsenal VG-39, une version équipée du fameux moteur Hispano-Suiza 12Z, qui était
qui était dénommé type 89 par son constructeur. Ce moteur était en plein développement au moment de la débâcle. Alors on a des documents contradictoires à ce sujet, car le prince Ladislas Poniatowski, le directeur de la société hispano-suiza, a affirmé, lors du procès de Dieudonné Coste en 1947, que seulement 3 moteurs 12Z, encore expérimentaux, étaient produits en 1940 au moment de l'attaque allemande. 2 ont été évacués de leur usine de Bois-Colombes vers celle de Tarbes pendant la débâcle pour y être cachés. Et un d'entre eux a été évacué aux États-Unis dans le but improbable d'en organiser la production justement en Amérique. Or, les rapports d'essai indiquent bien que l'arsenal VG-39 a volé le 3 mai 1940 avec un moteur 12Z. Et avec ce moteur très puissant, qui atteignait les 1200 chevaux, il aurait atteint la vitesse de 625 km/h à 5600 mètres, et il volait en étant dépourvu de tout armement, ce qui aurait, encore une fois, conduit à des performances inférieures pour des avions de série. Le prototype du VG-39 a été évacué à Toulouse le 15 juin 1940, et il va y disparaître durant l'occupation. Il était prévu que l'arsenal VG-39 prenne la suite du VG-36 à partir du 1000e exemplaire produit. Alors la conclusion qu'il faut retirer de tous ces prototypes, tout simplement, c'est que la France disposait bien d'une famille de chasseurs performants qui étaient prêts à prendre la relève des avions qui sont en ligne au mois de juin 1940, et que la France aurait été capable, avec le VG-39, de mettre en ligne un appareil qui est équivalent aux premières versions du Messerschmitt 109F, qui sont entrées en service à la fin de l'année 1940 et qui approchaient, elles, les 600 km/h. Comme d'ailleurs, la France avait aussi d'autres avions à haute performance dans les tiroirs, notamment les dérivés du Dewatin 520, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Alors je terminerai cette vidéo par une petite bibliographie. Si le sujet des chasseurs Arsenal vous intéresse, voici quelques indications pour ceux qui souhaitent se documenter et aller plus loin. La première étude de ces chasseurs a été réalisée par les historiens Danel et Cuny dans les colonnes du Fanat de l'aviation durant les années 1970. C'est eux qui ont véritablement défriché le sujet. Puis est venu le grand maître, Christian-Jacques Ehrengardt, qui nous a quittés il y a quelques années et qui me regarde d'en bas en ricanant, siégeant parmi les justes à droite de Satan. Son étude a permis de resituer dans le contexte le développement et la production de l'appareil. Vous pouvez en trouver une synthèse dans cet ouvrage très complet, un ouvrage post-mortem, qui étudie tous les chasseurs en fait, de l'armée française en 1940. Il a été édité par la défunte maison d'édition Caractère, mais on peut sans doute le trouver sur le marché de l'occasion assez facilement. Enfin, et surtout, je voudrais vous parler de l'ouvrage sur le groupe de chasse 155 qui a été écrit par Mathieu Coma, qui est sorti en 2018, assez récemment donc, aux éditions Le La Presse. Il est malheureusement épuisé, mais il est aussi sans doute trouvable d'occasion assez facilement en attendant une éventuelle réédition. Le thème principal de l'ouvrage, c'est évidemment le groupe de chasse 155. C'est une étude passionnante sur ce groupe qui s'est constitué et qui a combattu pendant la débâcle. Mais on y trouve un chapitre très complet sur les chasseurs Arsenal. Ce chapitre incorpore les dernières découvertes en documents qui ont été faites sur cet appareil. Signalons que Mathieu Coma est le rédacteur de l'excellente revue Les Ailes, qui sort en librairie tous les 3 mois et qui parle de l'aviation française historique. Il lui arrive de parler des chasseurs Arsenal, et j'ai sorti cet ancien numéro, numéro 6 de septembre 2022. Il y parle du projet de reconstruction d'un arsenal VG-33 qui est fait de l'association Arsenal Sud Restauration, qui reçoit le soutien d'Airbus Héritage. Vous pouvez voir leur projet, son état d'avancement, sur des photos qui ont été prises par mon ami Nicolas de Lemos lors du dernier meeting de Melun-Villaroche. Je vous laisse les contempler. En attendant, n'hésitez pas à nous liker, à nous laisser vos commentaires, voire à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos.